Salut les sportifs, juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous partager la bonne nouvelle. Devenir triathlète sont partenaires du premier stage mixte organisé par Open Sky Moment et So Event qui se déroulera dans le Tarn du 24 au 28 septembre 2025. C'est un stage all inclusive. Vous venez avec votre vélo, vos baskets, votre maillot de bain et votre combi et puis on s'occupe de vous, on vous fait dormir, manger et surtout vous entraîner avec une presta de super qualité. Vous allez pouvoir repartir du stage non seulement avec les jambes bien lourdes mais aussi avec tout un tas d'informations pour pouvoir continuer votre entraînement et atteindre votre objectif de la saison, voire même votre objectif à long terme. N'hésitez pas à regarder dans les notes de cet épisode pour en savoir plus. Vous avez même un petit code promo que vous pouvez insérer au moment de l'inscription. Tout se passe sur le site de So Event. Je suis impatient de vous retrouver du 24 au 28 septembre sur ce stage puisque je serai aux côtés des organisateurs. Salut les sportifs et bon épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, je suis heureux de tendre le micro à un auditeur du podcast qui nous a contacté via Instagram. D'ailleurs, c'est l'occasion de le dire et de le répéter. N'hésitez pas à venir nous suivre, venir nous mettre des commentaires, venir nous envoyer des petites questions ou des petits messages comme l'a fait Dylan Craspet, mon invité du jour. Salut Dylan. Salut Armano. Merci pour avoir répondu à cette invitation. Comme je le disais tout à l'heure, tu as bien fait de te proposer pour intervenir sur le podcast. On va pouvoir rentrer un petit peu dans les détails de toi, ton parcours, tes objectifs, ce que tu fais dans le triathlon. En tout cas, je le redis, je l'avais dit en off, mais j'ai pas mis mes lentilles encore. Mais pour ceux qui regardent sur la vidéo, ne vous détrompez pas, Hermano c'est celui en blanc et Dylan c'est celui en noir. Parce que sinon, on a quasi la même coupe de cheveux. Si j'enlève les lunettes, ouais, là, pas mal, c'est un peu pareil. Donc, voilà. Et puis on est sportifs tous les deux. Voilà. Non mais trêve de plaisanterie, je te laisse peut-être te présenter, nous en dire plus. Dis-nous tout, qui est Dylan Craspet? Alors Dylan Craspet, dans le sud on dit Craspet, mais t'es pas le premier. Excuse-moi, c'est vrai, excuse-moi. Ça fait qu'un an que je suis à Toulouse, je prononce pas encore. Je te pardonne. Oui, bon, ça c'était depuis petit, j'ai l'habitude. Donc du coup, Dylan Craspet, en 30 ans, je viens de faire 30 ans là cette année. Donc j'habite à Pau, dans le sud-ouest. Et amoureux du sport depuis tout petit. J'en ai même fait mon métier, comme je suis coach sportif à domicile. Et le triathlon, on va en parler un peu plus tard, mais est arrivé quand même assez tard dans ma vie. J'en ai fait un peu plus jeune, mais il y a eu quand même une période où il y a eu un gros trou. Et il est revenu un peu comme une évidence, là, c'était pendant le Covid, donc c'est assez frais quand même. Donc la trentaine, coach sportif ça fait la 6e année, là. Donc j'ai fait un master STAPS à Tarbes. Donc après je me sers aussi de cette expérience, on va dire au niveau des études pour coacher aussi un peu en triathlon et moi aussi de mon côté. Donc il y a tout un peu qui s'est mis un peu en place autour un peu du sport dans ma vie. Une fois le bac passé, le STAPS passé aussi. Donc ça fait 6 ans que tu es coach sportif, c'est-à-dire que tu exerces depuis que tu as fini ta formation, depuis que tu as fini ton master? C'est ça. J'avais même commencé un peu en parallèle du master, parce que je vais t'avouer que on n'est pas trop débordé en master. Je sais pas comment c'est les autres, mais master STAPS, il y a un peu de temps libre. Et donc j'avais lancé cette activité en complément. Donc c'est vrai que pendant le M1, M2, j'avais quelques heures par-ci par-là et ça suffisait. Et après dès que le master en poche, ça s'est lancé un peu tout seul. Donc comme ça, le fait d'avoir pris un peu d'avance, j'ai direct mis le pied dans le grand bain comme on dit. Et très content parce que je fais du coaching à domicile. Du coup, c'est moi qui vais chez les gens. Et c'est un concept un peu nouveau là, mais ça fait 5-6 ans que ça se développe pas mal. Et c'est une approche un peu plus. Ouais, c'est nouveau. C'était déjà vachement comme ça avant. Après, ça s'est digitalisé, oui, c'est ça. Notamment pendant le Covid. Donc, on a un petit peu oublié tout ça. Et maintenant, ça revient. Donc, à nouveau, les gens vont dans les salles de sport rencontrer des coachs qui les accompagnent ou prennent attache avec des coachs en ligne, entre guillemets, qui vont les accompagner, mais à distance. Et puis, il y a le côté plus local où on revient avec les coachs qui viennent chez toi ou qui t'emmènent sur les spots d'entraînement. Il y a un peu les trois styles. Moi, j'ai choisi celui-ci. Toi, tu as choisi le troisième, donc plutôt tu vas chez tes clients. Voilà, c'est ça. Tu entraînes sur quel type de sport? Sur les sports du triathlon ou en triathlon, ou tu es plutôt généraliste? Je sais pas, tu vas faire du renfo, de l'APT, donc l'activité physique pour tous. Enfin, ça va être autour de quoi que tournent tes coachings? J'ai un peu les deux axes. La grande partie, c'est plutôt sport santé, comme tu viens de dire. Là, donc j'ai des personnes quarantaine, cinquantaine qui s'aperçoit qu'il y a un peu de laisser-aller depuis plusieurs années. Il est temps de se remettre un peu en forme. Donc après ça dépend un peu ce qu'ils recherchent, mais un peu de renfo, un peu de cardio,
selon voilà, que c'est sport santé, recréer des habitudes d'une bonne dynamique avec l'activité physique et revoir un peu aussi ce qui est nutrition. Et depuis 2-3 ans, pareil, j'ai un peu aussi dirigé vers la prépa physique, comme j'ai un diplôme de master en prépa physique et prépa mentale. Et donc naturellement, voilà, j'ai eu aussi des demandes un peu de prépa physique. Donc j'ai commencé avec un peu tout, surtout sport co, un peu de basket, rugby. Après il y a eu un peu d'athlé aussi, lancer de poids. Et après le triathlon est arrivé aussi assez naturellement, mais un peu plus tard que quand je m'y suis mis, mais on va dire un peu comme si le destin était venu comme ça, là, un peu au hasard. Et donc là j'ai même coaché j'ai un client que je coach, c'est pour du triathlon, format Ironman, donc on pourra en parler après si tu veux, parce qu'il a fait celui de Nice l'année dernière. Donc voilà, je l'ai accompagné sur une année de prépa. Donc voilà, un peu de tout, c'est assez varié. Et pourquoi prendre ce virage un peu plus au-delà du sport santé, un petit peu plus sur les sportifs, et plus spécifique encore sur le triathlon ou les 3 sports du triathlon? Mais c'est vrai que voilà, moi je suis un grand amoureux du sport. Donc oui, tout ce qui est sport santé, vraiment aider les gens à reprendre une activité physique, se sentir mieux dans leur peau, voilà, moi ça j'adore. Mais j'ai aussi ce côté un peu prépa physique, un peu plus spécifique au sport qui m'attire depuis le début aussi. C'est vrai que c'est un milieu un peu moins évident à atteindre, parce que les portes sont un peu plus fermées, c'est beaucoup de bouche à oreille, faut être là au bon moment. Et c'est vrai que l'aspect un peu compétitif, en plus dans le sport qui est ma passion aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais cibler là un peu plus dans l'avenir, tout en gardant ce côté sport santé, parce que ça, au quotidien, je vois que c'est vraiment un moteur pour moi, donc allier un petit peu les deux. Oui, parce que la formation que tu as faite, c'est une formation aussi spécifique sur la prépa du sportif de haut niveau. Est-ce que tu encadres des sportifs de haut niveau ou tu restes sur des amateurs pour l'instant? Non, ouais, sportif de haut niveau. J'avais fait un peu en stage avec le STAPS. On avait suivi une athlète en lancer de poids en handisport, c'était, mais qui était en championnat de France et qui visait la qualif pour les JO. Bon, ça s'est pas fait malheureusement, mais on a baigné un peu là-dedans. Bon, je dis on parce qu'on était trois étudiants STAPS. Et après, au niveau, non, j'ai pas. Et c'est vraiment... là, tu vois, le client que j'ai fait l'année dernière, il a voulu faire un Ironman dans sa vie, un peu en style défi. Bon, comme beaucoup, je pense, là en ce moment. Et voilà, c'est plutôt ce profil. Et après, là, petit à petit, du coup, là, j'ai des amis aussi qui se préparent pour un triathlon. Donc, je leur fais un peu la prépa. Mon frère aussi, c'est pareil. Donc, voilà, petit à petit, ça se diversifie un peu. Bon, on reviendra dessus après, mais est-ce que c'est pour ça aussi que toi, tu t'es mis au triathlon, et en particulier un petit 70-3, pas très connu en France, qui existe depuis quelques années? Oui, j'ai toujours eu ce petit côté compétiteur. Et je l'ai vraiment trouvé dans le triathlon, là, quand je m'y suis mis 2019-2020. Et après, voilà, ce côté est revenu très très vite. Et voilà, je me suis inscrit assez vite à des compètes. Même s'il y a aussi le côté santé et tout dans le sport, je sais que j'ai ce côté un peu compète. Il est vite arrivé. Et justement, sur le tri, t'as jeté ton dévolu sur quel type de distance et quel type de compétition? Alors plutôt 70.3, parce que j'avais essayé j'avais commencé par un M, ça c'était le tout début, c'était au triathlon de Pau, donc triathlon local. Et j'ai vu que ça allait un peu trop vite pour mes qualités physiques actuelles. Donc j'ai vite basculé sur longue distance, plutôt half. J'ai pas fait d'Ironman encore, mais c'est un projet. Mais naturellement assez vite vers le 70.3, parce que j'ai quand même un profil plus endurant, axé plutôt puissance et sprint. Donc ça s'est fait assez naturellement. Ok, et du coup tu t'es aligné sur quel 70.3? Alors là c'était le mois dernier, j'ai fait Aix-en-Provence. Ça c'était le tout dernier. Et en 2024 j'avais fait aussi un peu plus local, c'était le triathlon de Baudrex. Je sais pas si ça te parle. C'est dans les Pyrénées. Et voilà, c'est format L aussi. Donc il y avait un peu plus à vélo, c'était 110. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Et après, c'était les bons formats en natation, les courses à pied. Mais... Ouais, puis tant que c'est plus sur le vélo, ça va encore. Plus sur la course à pied, ça peut faire un peu mal. Sur le vélo, ça passe tout seul. Donc, ça, c'était mon tout premier, du coup, en 2024, là, en half. Et après, en début d'année, j'avais fait le format plutôt M, là. Ça, c'était plutôt en mai. Donc, j'en ai fait 3. Qu'est-ce que tu ressors de ces premières expériences, et en particulier du 73 d'Aix de cette année? Alors, plein de choses. On va essayer d'être concis, mais... alors déjà, vas-y, on a 2 heures. Oui. Moi, j'ai choisi celui d'Aix pour voir un peu le label Ironman, ce que c'était déjà. Parce que ça te mènera avec Insta, avec les réseaux sociaux. On voit un peu tout ça passer. J'ai dit, ça a l'air sympa quand même, on va aller voir ce que c'est ce truc. Et non, franchement, pas du tout déçu.
On est vraiment dans l'ambiance. Après, voilà, faut aimer ce concept un peu full triathlon, compète à fond. Mais non, c'était vraiment une bonne expérience. Parce qu'après, on compare avec les triathlons un peu plus locaux. Et là, on voit qu'il y a quand même moins de prise de tête. On pose le vélo un peu à l'arrache à la dernière minute. Les dossards, c'est un peu pareil. Là, vraiment, on voit le côté un peu carré du triathlon. Donc, je pense que c'est une bonne expérience de ce côté-là. Et après, voilà, je suis allé voir un peu aussi ce que je voulais un peu au niveau perso. Un peu. Parce que souvent, il y a quand même un peu tout le bon niveau de France et un peu européen même. Donc, voilà, se confronter un peu à la réalité du terrain, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'à Aix, déjà, c'est celui qui ouvre la saison dans la région. Et puis, il y a quand même un peu tout le gratin européen qui vient s'affronter sur ce premier 73 dans la région. Oui, c'est pas dégueu. Oui, il y a... tu regardes les premiers. Puis il y avait aussi cet aspect, il y avait les pros qui partaient avant aussi. Ça fait partie de la pro série, je crois. Donc, tu vois, tu croises Blumenfeld, Iden, Pierre Stiesman aussi que tu avais invité. Donc, il y a ce côté aussi un peu, on voit un peu les stars devant là. Donc, voilà, ça. Là, c'était un peu gosse. Ouais, tu profites un peu, tu kiffes l'instant avant de prendre toi-même ton propre départ. Oui, voilà, c'est ça, parce qu'ils partent c'est un quart d'heure avant. Donc, c'est toujours bien de voir ça. Ouais, c'est bien qu'ils partent avant, parce que comme ça, ils sont un peu moins gênés. Oui, je pense que c'est pour ça. Où il remonte des gens. En revanche, ce serait pour le spectacle et pour le plaisir, ce serait quand même plus sympa qu'ils partent un quart d'heure après. Hein, parce que comme ça, ils remonteraient tout le monde, ce serait vraiment plus marrant. Oui, c'est vrai. Ouais, une demi-heure, ouais. Ouais, les deux pourraient se faire. Je pense qu'il y a un concept à faire. Ouais. Faudrait faire partie les filles avant, comme ça elles sont pas emmerdées, et puis les mecs derrière, comme ça tu profites. Toi, ça donne quoi, justement, ce premier 73 sur la belle Ironman tu finis comment et en quel temps? J'ai pris un peu quelques notes. Alors du coup, la natation, j'ai nagé en 30 minutes 45. Donc après, natation, c'est vraiment un point fort. Depuis petit, j'en fais, donc il n'y a pas trop de soucis, on va dire. Parce que je sais que j'ai des copains qui, rien que d'aller à la piscine ou en lac, des trois, c'est pas le meilleur des trois. Donc, donc je sors de l'eau en 30 minutes. Et après, on part sur le vélo. Donc, c'est un parcours assez vallonné. Donc, il y a 1002 de D+. Je suis content. Moi, je pose en 2h30 le vélo. Donc, ça fait une moyenne de, je sais plus, 35-36. 35 plutôt. Et après, course à pied, ça se gâte un peu. On en discutait un peu après. Mais je vais le sonner à 1h37. Donc, je finis 44e sur 369 en catégorie d'âge. Et après, au général, dans les 200 et quelques. Donc, franchement, hyper content pour un premier, pas vraiment un premier 70.3, mais un premier la Baie Ironman. Et après, la prépa était un peu compliquée en course à pied parce que j'ai eu un peu de problème de genoux et de dos, mais ça, sur le résultat, ça se compte pas vraiment. Ouais, tu m'étonnes. Dans les 200 premiers pour le premier 73 sur la Bad Ironman, franchement, c'est pas mal. Et puis, tu l'as dit, Aix, en plus, il est vallonné. Et puis, même si c'est le début de saison, il fait quand même déjà bien chaud. Donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Même si à Pau, il fait à peu près chaud. Ah, j'ai pas été trop dépaysé. Non, ça... C'est vrai qu'il faisait un peu chaud sur la course à pied. Mais donc quand t'es habitué, ça va. Mais faut être un peu habitué. Bon, une 37 sur le Smith, c'est quand même franchement pas mal, parce qu'il y en a même à sec, ils ont du mal à taper dans le 1,37. Donc franchement, on va pas se plaindre. Et pour le coup, c'est toi qui te prépares tout seul ou tu fais appel à un confrère ou une consoeur pour te préparer? Non, du coup, j'ai aussi pris ce parti pris de m'entraîner tout seul. Et, parce que moi j'aime bien ça, créer mon entraînement, parce que j'ai quand même les capacités pour, je pense, avoir tous les paramètres de l'entraînement et je me connais assez bien au niveau disponibilité, tout ça. Donc j'ai pris ce parti pris. Alors j'exclus pas dans les années à venir à passer avec un entraîneur. Je pense que ça peut aussi ouvrir des portes. Mais là, je voulais un peu voir dans les 2-3 premières années ce que je pouvais faire de mon côté. Et après, je pense quand à un moment tu vois que tu stagnes, tu régresses, là il faut, je pense, ouvrir un peu une porte. Mais je veux vraiment pousser le truc, on va dire, au maximum et essayer de faire ça de mon côté. Mais la porte n'est pas fermée pour m'encadrer, loin de là. Surtout qu'on le dit souvent, et c'est Christophe Liamas, mon entraîneur, qui le répète, on est très mauvais coach pour soi-même. Bon, même si c'est ton métier, finalement, est-ce que tu arrives à bien te jauger, à savoir quand tu es dans le dur ou pas, quand il faut s'arrêter ou pas, quand au contraire, tu en as encore sous la pédale et puis tu peux en remettre, mais est-ce que c'est sérieux d'en remettre alors que tu as déjà un plan que tu as établi toi-même? Enfin, tu vois, tout ça, c'est des éléments aussi. Est-ce que c'est aussi facile que ça de les ajuster quand on s'entraîne soi-même, de la même manière que quand on entraîne quelqu'un d'extérieur? C'est vrai que oui, de l'extérieur, t'as cette vision un peu haute où quand tu vois que l'athlète il est un peu en dessous, t'as vite fait de voir
là où il faut freiner ou accélérer. Mais non, personnellement, après, j'aime bien tout ce qui est un peu donné, tout ça, c'est un peu mon truc. Donc je regarde beaucoup de fréquence cardiaque, watts, un peu niveau de fatigue, tout ça, j'aime bien regarder toutes ces infos. Bon, faut faire le tri parce que tout n'est pas utile, mais du coup, en fait, comme je me connais assez bien et avec un peu ces datas à côté, je pense que ça, j'arrive quand même à me gérer, parce que souvent je me freine plus que je m'accélère, donc je pense que c'est un bon point, mais voilà, je pense que j'arrive à gérer le truc. Et après, voilà. Peut-être d'un extérieur, peut-être que c'est pas le cas, mais je pense que ça va. Et comment tu fais justement pour te gérer et pour être sûr de ne pas en faire trop ou pas assez? Est-ce que tu fais ton rétro-planning jusqu'à l'objectif et puis après tu découpes en micro-cycles et à chaque fois tu ajustes ton cycle au fur et à mesure de ton état de forme ou de ton état d'avancement dans la préparation? Ou est-ce qu'au contraire tu y vas vraiment au feeling, tu as une vision long terme en disant bon bah là, le 73 c'est dans 3 mois, je sais à peu près ce que j'ai à faire et puis à chaque sortie finalement ou à chaque entraînement tu vas ajuster le contenu? Ah oui, non, j'ai vraiment un rétro-planning. Je pars de la date, voilà, de l'objectif. Et bon, après ça, on l'a appris en STAPS, donc c'est assez naturel. Mais non, c'est vraiment cadré. Il y a des séances forcément un peu plus au feeling, mais non, j'ai vraiment mon cadre. Toi, je vais pas te dire que j'ai toutes mes séances calées pendant les 6 mois, là, mais j'ai le cadre, j'ai le type de séance à faire. Et après, j'ajuste vraiment au ressenti aussi. Mais par exemple, si j'ai mis une séance seuil le mardi, je sens que c'est pas la grande forme, voilà. Je vais pas hésiter à la changer, la mettre le jeudi, le vendredi. Et, non, j'essaye de tout caler. Donc, ça prend des fois un peu la tête pendant un petit mois avant la prépa, mais c'est ce que j'aime moi aussi. Donc, Est-ce que tu te vois progresser? Est-ce que tu vois toi qui es fan de data, est-ce que tu vois tes stats et que tu vois que tu es sur la bonne pente, donc dans le bon sens, hein, la pente ascendante et pas la pente descendante, quoique ça peut faire partie de l'entraînement aussi, hein, mais est-ce que tu arrives à être assez critique là-dessus, notamment sur tes propres données? Oui, je me sers. En vélo, je trouve que c'est le plus simple, c'est quand les watts, on a quand même accès assez vite aux données un peu de progression. Donc, je pense que j'arrive bien à gérer un peu mon rétro-planning, parce que voilà, j'ai la forme qui monte assez bien jusqu'au jour J. Et que ce soit en natation, vélo, en course à pied, je le mets un peu de côté, parce que ça a été un peu compliqué depuis janvier. Mais c'est vrai que vélo, tu vois, j'avais fait un test un peu en décembre avant de lancer la prépa. J'ai fait une prépa de janvier à mai pour Aix. Et voilà, toutes les séances prévues sont passées avec les bons watts, la bonne fréquence et les bonnes durées. Et après, quand je sentais un peu qu'il y avait des semaines où c'était un peu dur, j'hésitais pas à décharger un peu. J'ai plus déchargé que chargé. C'est un peu plus mon style d'entraînement. Je préfère être un peu en dessous des normes et un peu trop au-dessus. Je pense que sur le long terme, ça payera un peu plus. Même si sur une séance, t'as envie d'aller un peu plus, et bon, garde-en un peu quand même. On sait pas de quoi l'avenir est fait. Donc, non, franchement, en gérant toutes ces datas au fil des semaines et le long de la prépa, je vois les progrès, ouais. Et après, de toute façon, je l'ai vu on le voit le jour J. Parce que quand on se dit que voilà, là, ça a duré 6 mois, non 5, on se dit, bon, je pensais pas rouler, tu vois, 2h30 à 270 watts. Par exemple, je peux te donner un exemple. J'ai fait un test de FTP en décembre, donc ça me donnait une FTP 270 watts. Et là, j'ai tenu les 2h30 à Aix, j'étais à 255 normalisé. Donc, tu vois, je pense que j'ai haussé le niveau de FTP. Je pense que, en janvier, j'étais plus bas que ça, donc je pense que... Et t'en as pas refait un justement en avril ou mai pour bien calibrer juste avant la compétition le niveau de watts que tu devrais observer? Non, ça je t'avoue quoi, j'y pensais, mais je me suis dit c'est des tests quand même qui taxent un peu, que ce soit mentalement ou physiquement, plus mentalement même je pense. Et non, j'ai pas fait, je me suis mis un peu à des pourcentages parce que moi je bosse un peu à la vitesse critique, puissance critique. C'est là une approche que je teste un peu là, cette saison. Bon, je vois que ça marche plutôt pas mal pour l'instant. Et alors du coup voilà, avec des pourcentages de puissance critique, j'ai jaugé. Sur la course, ça a matché, donc voilà, pour cette course, ça a marché. Ça veut pas dire que ça marchera pour une autre, mais là, c'est tombé. Là. Non, mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis, c'est que effectivement, ce genre de test, que ce soit puissance critique, puissance maximale, vitesse critique, etc., en vélo, comme en course à pied, comme en natation, c'est des tests qui sont très énergivores et puis qui prennent aussi pas mal de charge mentale. Surtout s'ils sont pas à la hauteur de ce qu'on espère avoir atteint comme objectif juste avant la course et machin, etc. Donc, effectivement,
effectivement, tu fais bien de le rappeler, même quand on se connaît, même quand c'est notre métier, même quand on est entraîneur, des fois, ça vaut peut-être pas forcément la peine de se remettre une batterie de test juste avant la compétition. Ça peut être un bon indicateur si on est un peu dans le flou ou si tu es un entraîneur et puis que tu encadres des athlètes et que tu es assuré, enfin que toi-même tu es rassuré sur les qualités physiques et le niveau d'entraînement de tes athlètes, donc leur demander de remettre une couche pour se rassurer si eux sont un petit peu dans le doute. En revanche, à échéance assez lointaine quand même de l'objectif, parce que ça crame, quoi. Oui, c'est sûr, oui. Faut pas le faire avant l'affûtage. Mais oui, ça dépend des profils. C'est vrai que peut-être une personne qui a besoin d'être rassurée, tu peux caler un petit test peut-être un mois avant la compète. Voir un peu ce que, même si tu le fais pas forcément à 100%, mais voilà, selon le profil de la personne. C'est finalement ce que fait le marathon de Paris, en proposant le semi un mois avant le marathon. Oui, voilà, c'est un peu le même. C'est ça, un peu le même délire. Bon, après, venant d'ASO, je pense pas que ce soit dans l'objectif de faire un test, c'est plus dans l'objectif de ramasser plus de gens et de faire plus de pognon. Mais ça, c'est autre chose. C'est un sujet sur lequel nous n'irons pas. Tu disais que niveau course à pied, pour toi, depuis janvier, c'était plus compliqué, mais qu'est-ce qui s'est passé, Dylan ? Oui, j'ai eu... c'est après, je vais te donner un peu les stats de course à pied pour la prépa, tu vas voir, ça fait pas rêver. Donc en janvier, là, j'ai eu une petite douleur au genou qui est apparue. Et après, j'ai un ostéo... attitré et tout, je suis allé le voir, on a un peu discuté, et même lui a eu un peu de mal à diagnostiquer le truc. Pareil, l'IRM, il n'y avait rien de vraiment significatif, donc c'est vrai que ça m'a traîné. Alors c'était pas une douleur vraiment handicapante, mais je sentais que sur tout ce qui était, j'avais vraiment une allure, dès que je me mettais aux séances, un peu seuil, tout ça, ça passait pas, les petits footings ça allait, mais et encore il y avait la petite douleur. Et après j'ai eu fin mars, j'ai eu une douleur de dos aussi, et donc là il y a un petit tassement vertébral, et donc l'ostéo pense que c'est lié, que ça serait un peu plus douleur nerveuse du genou. Donc là on est en train de bosser sur ça, mais du coup voilà, course à pied c'était vraiment la discipline où ça a été compliqué là pendant 5 mois. Parce que, pour te dire, tu vois, en janvier j'ai couru 82 km, ça fait 9 heures sur le mois, bon déjà c'est pas exceptionnel. Et après, ça a fait que baisser, tu vois, 6 heures. C'est ce que certains font en une semaine, quoi. 6 heures en février, 3h30 en mars, 1 heure en avril et en mai, rien du tout. Donc, voilà. Ah ouais, donc franchement, tu vois, je le réitère, quoi. 1,37 okay. En faisant 2 semaines d'entraînement sur 3 mois. Franchement, bravo, quoi. Voilà, donc, du coup, j'étais content quand même du résultat en course à pied. Et après aussi, je vais me servir de ça comme un peu moteur pour avancer, parce que je vois qu'en vélo, natation, j'étais à peu près dans les clous de ce que je visais. Et tu vois, le semi, 1h37. Et je vois que j'ai regardé un peu top 10, top 20, tout ça, ça se court en 1h15, 1h20, t'atterris vite dans le top 15, top 20. Ouais, je me dis que si vraiment j'arrive à bosser cette partie, soigner ce genou et bosser vraiment course à pied, il y a de belles choses à faire. Donc je prends quand même de ce côté plutôt positif. Et pas rester sur, on va dire, ce mini-échec. Mais même si 1h37 avec le kilométrage en 5 mois, je prends quand même. C'est clair. Imagine que t'aies pu tourner, je sais pas, sur une allure de 200 km sur le mois pendant 3-4 mois. Elle serait différente. Oui, peut-être que tu serais plus blessé, ou peut-être que tu aurais pu se croiser, donc tu aurais pu peut-être encore remettre 10-15 watts en vélo, on sait pas. Oui, ou peut-être que tu aurais été complètement cramé et puis tu n'aurais rien pu faire, même à la sortie de la natation, tu aurais été défoncé. Mais on ne saura jamais. Oui. Mais de se dire que tu as réussi à faire ça avec si peu de course à pied, et c'est pas au coach que je vais apprendre que quand tu fais du triathlon, tu peux pas l'autre balancer toute la charge d'entraînement sur les 2 autres disciplines. Non, il faut quand même s'entraîner un minimum dans les 3. Je vois qu'il y a un petit transfert quand même du vélo à la course à pied, mais de là à aller gagner, tu vois, cette petite vingtaine de minutes, une demi-heure, c'est pas magique non plus. Tout le temps que tu n'as pas passé sur les routes à courir, est-ce que tu as augmenté la charge sur la partie natation et sur la partie vélo, voire sur du renfo ou sur d'autres sports, ou au contraire tu t'es dit je peux pas courir et puis c'est raté, puis on verra bien le jour de Aix, quoi. Ouais, j'ai quand même j'ai essayé de parce que natation ça n'a aucun impact, il n'y a pas de douleur. Après natation, là, j'ai un rythme, je faisais 3 fois semaine. J'ai trouvé que c'est un rythme qui m'allait assez bien, parce que moi je suis nageur depuis petit jeune âge, donc entre 2 et 3 ça me suffit. J'ai essayé c'est vrai qu'à Pau il y a la mer et tout ça. Ouais, il y a pas la mer à Pau, hein. Ouais, non, il y a les piscines, il y a un petit lac aussi, ouais. On trouve toujours. Et ouais, du coup c'est vrai que ce que j'ai mis sur la course à pied que j'ai pas fait, je l'ai un peu déplacé sur le vélo, mais après, est-ce que j'ai transféré vraiment, pas à 100%, parce que après le vélo je peux pas non plus en faire, on peut en faire beaucoup plus que la course à pied, mais je mettais pas des 20 heures semaine de vélo.
Et quoique dernière semaine, un peu, parce que bon, j'avais que ça. Le vélo, c'est autrement plus chronophage que la course à pied, quoi. Enfin, oui. Quand tu veux faire un vrai travail de fond, il faut que tu fasses 5 heures sur le vélo. Oui, c'est ça. Alors qu'en course à pied, déjà, va courir 2 heures, ça te fera plus de mal et plus d'effet que 5 heures sur le vélo. Ouais, donc oui, il y a quand même eu ce petit transfert forcément de course à pied sur le vélo, parce que en tout cas, c'est là où en triathlon, ça se joue aussi le plus. Donc je me suis dit, je vais pas rajouter 2 heures de natation par semaine. Pour gagner 1 minute, 2 minutes sur les 30, je pense que ça en vaut pas forcément la peine. Et donc je pense que le bon vélo que j'ai fait aussi, ça ajoute que j'avais un volume un peu plus gros que j'avais prévu. Et bon, après, je pense que j'ai tout reperdu sur la course à pied, mais voilà, le fait d'avoir monté un peu le vélo. Et en termes de stats, ça donne quoi sur la partie natation et sur la partie vélo? Parce que tu nous as dit natation, tu y allais 3 fois par semaine. Donc 3 fois, t'étais sur quoi? T'étais sur des séances à 3-4 000, quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais, oui, dans la semaine, c'est à peu près entre 9 et 10 km. Et oui, ça, c'est des séances à peu près... après, j'ai eu une séance un peu d'intensité et 2 un peu plus cool. Donc, la séance d'intensité, 1h15, 1h30. Après, les autres, 1 heure chacune à peu près. Et après, vélo, du coup, ça dépendait. Entre 4 et 6 par semaine. Donc, fin de prépa, plutôt 6. Parce que ce serait bon. Comme j'avais plus la course à pied, j'y allais. On va y aller tous les jours. Et après, pas mal de volume. Tu vois, j'ai fini... j'étais assez progressif, mais j'ai fini à une vingtaine d'heures par semaine. Donc il y avait pas mal de vélos, je pense un peu trop, mais on peut ce qui est encore pas énormissime. Non, c'est pas... pour quelqu'un qui, s'il avait couru, quelqu'un comme toi, enfin si t'avais couru pendant la prépa, t'aurais pu effectivement glaner un top 10 ou 20, quoi. Quand j'ai analysé un peu les stats, c'est ça. C'est pas énormissime d'avoir fait que, entre guillemets, 20 heures quand t'étais au top juste avant la phase d'affûtage, quoi. Oui, non, ça, je pense que j'ai quand même réussi à gérer le truc un peu comme je pouvais. Après, j'ai fait un peu de renfo aussi, mais bon, c'est que comme le genou, c'était pas fou non plus en renfo, ça ciblait un peu le haut et le gainage, mais bon, je me disais, c'est toujours ça peut pas faire de mal. Donc voilà, c'était la petite dose. Je pense que ça, c'est aussi un axe là, dans la prochaine prépa il y aura plus de renfo. Le renfo, il en faut, comme dit si bien Nico du Straight Podcast. Et en plus, moi, c'est les cordonniers les plus mal chaussés parce que c'est mon métier. Et, je sais tous les bénéfices que ça a. Et voilà, tu t'as dit, bon, renfo, vélo, aller vélo. Et bon, puis sur le long terme, un petit renfo de temps en temps, je pense que c'est plus bénéfique. On l'a toujours dit, il vaut mieux faire sauter une séance d'entraînement dure, comme on pourrait dire, c'est-à-dire soit natation, soit vélo, soit course à pied, au profit d'une séance de renfo. Alors, une par semaine, si tu t'entraînes 3-4 fois par semaine, ça fait peut-être un peu trop. Mais, oui, après à doser en fonction de... Mais au moins une tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, ça peut être pas mal, parce que de toute façon, ça va avoir un effet bénéfique. Et au-delà de l'effet renfo en lui-même, ça permettra aussi peut-être de faire récupérer ton corps, parce que tu lui rajouteras pas une charge, que ce soit sur le vélo ou sur la course à pied. Bon, la natation, il n'y a pas tant de charge que ça, au final. Oui, c'est rare quand même de se blesser en natation, à moins de faire que du pull plaque comme un bourrin. Coucou Denis. Et toi, en plus, comme tu vas coacher directement chez tes clients, est-ce que tu pratiques avec eux ou tu restes plutôt au bord, tu montres les exercices et après tu les laisses faire? Oui, c'est plutôt... Il y a toujours cette démo d'exercice là, pour avoir bien placé la personne. Et après, il y a des cours, je fais un peu avec eux quand je vois qu'il faut une petite motivation extérieure ou rapporter un petit côté un peu fun et compète. Mais non, c'est beaucoup, quand même, je reste à l'extérieur. Et c'est vraiment, lui étant son effort, moi, quand c'est du renfo, vraiment, je corrige en fonction du mouvement. Et je joue un peu sur les deux, mais c'est plutôt, approche rester à l'extérieur. Bien corriger la personne. Ouais, donc ça permet aussi de rajouter, mine de rien, un peu de séance, même si tu la logs pas avec ta montre, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est minime, je pense, mais oui, c'est vrai que tout cumulé, peut-être qu'il y a un petit effet, peut-être. Mais me dis pas ça, parce que je vais plus faire de renfo régulièrement après. Putain, j'en fais un peu tous les jours. Non, mais t'as raison. Mais c'est juste, le petit côté bonus. Oui, ça va pas faire de mal. Et tu parlais tout à l'heure d'une prochaine prépa. Là, tes prochains objectifs ou ton prochain objectif, c'est quoi? Alors, samedi, j'ai un autre 70.3, c'est dans le coin aussi, c'est à Saint-Lary. Ça va être un peu le dernier. Je pense dernier de la saison pour après s'occuper vraiment du genou 100%, parce que je m'étais inscrit il y a un bail. Donc là, j'en ai un samedi. Et après, on va s'occuper du genou, recharger un peu les batteries. Et alors, rien n'est trop défini, mais je pense refaire un 70.3 l'année prochaine, en essayant d'avoir une bonne prépa à course à pied, comme il se doit. Alors, je pense que j'irai peut-être à Nice, à vérifier, mais c'est un peu ce qui est dans les tuyaux. Et après, je pense le
aussi un objectif un peu familial avec mon petit frère qui s'est lancé dans le triathlon et peut-être faire un Ironman tous les deux. Et voilà, ça parle d'Embrun, de ce genre de trucs, tant qu'à y être. Ouais. Voilà, rien n'est défini. Attention, c'est des défis familiaux qui peuvent lancer des grandes histoires. C'est ça. Non, mais tu vois, depuis qu'on en a parlé, c'est un truc qui me tient à cœur autant sportivement que familier, que partager ça avec le petit frère. Et du coup, forcément, c'est toi qui vas l'encadrer, ton frère. Oui, je lui ai proposé de partager cette expérience. Il a aussi une petite expérience dans le sport, parce qu'il a passé un BPGEPS, tout ce qui est activité de la forme. Il bosse pas là-dedans, mais bon, il s'y connaît quand même un petit peu. Mais ouais, je vais l'accompagner. Voilà, partager ça ensemble, je pense que ça va être sympa. Bon, cool. Comment tu vas du coup ajuster ta prépa en passant de l'expérience sur semi, sur Alpha Ironman, vers l'Ironman? Est-ce que tu vas augmenter le volume? Est-ce que tu vas augmenter l'intensité? Est-ce que tu vas complètement tout casser pour tout reconstruire? Comment tu imagines ça, sachant que tu as déjà l'expérience du client que tu as eu cette année, que tu as accompagné sur Ironman? Oui, comme tu doubles quasiment les distances. Oui, enfin, tu doubles, à part en natation. Je pense que je vais garder cette approche. J'ai une approche assez spécifique. Je travaille un peu, je suis plutôt en polarisé en début de prépa, donc des efforts un peu plus. Là, c'est là que je mets un peu de sprint pour essayer de monter un peu cette vitesse. Et après, petit à petit, je serai un peu. Il y a une grosse partie un peu plus pyramidale. Moi, j'appelle ça comme ça. Enfin, il y a plein de coachs qui appellent ça comme ça. Mais là, on est plutôt sur des efforts un peu axés vers le seuil, un peu en dessous, puissance critique, vitesse critique. Et après, se rapprocher de la spécificité. Tu vois, là, tout le mois d'avril et de mai en Aix, j'avais fait vers allure 70.3 en vélo, en nage, tout ça. Donc, plus tu te rapproches de la course, plus tu te rapproches des allures de course. Bon, je pense que ça, c'est le schéma un peu commun là, en ce moment. Et après, voilà, pour transférer sur Ironman, je pense que ça sera beaucoup joué sur le volume parce qu'en soi, je pense que l'intensité, toujours, elle va diminuer. Donc, toujours avoir des blocs avec l'intensité cible. Mais je pense que ça va être. On sait de toute façon que c'est le volume qui est un fort prédicteur de performance. Donc, faire un truc un peu progressif surtout. Et non, je pense pas rajouter beaucoup d'intensité. Rester assez stable en intensité et après jouer beaucoup sur le volume. Je pense que c'est un peu l'approche que je vais choisir. Et du coup, ça va t'amener sur des volumes de combien? Parce que tu dis l'intensité va baisser. Oui et non. En course à pied peut-être, mais en vélo, toi qui es un fan de data, le gros du peloton, il est quand même entre 35 et 37 de moyenne, quoi. Donc, faut pas trop baisser l'intensité non plus, quoi. Oui, quand je disais baisser l'intensité, je parlais rester stable, je pense, comparé à une prépa 70.3 en termes de pourcentage à la semaine. Et après en volume, je pense que là tu vois sur 70.3, je finis à 19-20 heures. Je pense il faudrait monter à entre 20 et 25, faudra être. Et là, ça aussi en fonction de l'emploi du temps et de tout ça, mais j'ai envie de te dire il faudrait faire 30 heures, mais je pense que le temps n'est pas là et mes articulations non plus. Mais je pense garder cette base quand même de la vingtaine d'heures, je sais que je supporte relativement bien, parce que je l'ai fait déjà sur 2 prépas, et après, au fur et à mesure, essayer de se rapprocher des 25 si tout s'aligne, mais je pense que sous les 20 heures, comme ça devient un peu compliqué, même si tu peux faire un Ironman, je pense, avec 10 heures semaine, mais moi qui vise un peu ce côté un peu performance aussi, je pense que dans les 20 heures, ce sera pas mal. Puis dans ma semaine d'entraînement, c'est un rythme que j'arrive à caler. Plus, je suis pas sûr de pouvoir sans sacrifier la sphère familiale et professionnelle, donc voilà, c'est un équilibre à trouver, mais je pense que ces 20 heures, ça sera pas mal, je pense. Et du coup, t'embarques le frérot avec toi aussi pour les entraînements ou c'est chacun de son côté et puis après on se retrouve le jour de la course? On habite quand même pas très loin, donc on pourra partager certains entraînements, mais c'est vrai, on n'a pas les mêmes horaires de boulot la semaine, donc ça sera forcément un peu différent, mais après oui, le week-end et tout, on est quand même souvent ensemble et il y a quand même moyen on fera pas tout ensemble, mais il y aura quand même des petites parties tous les deux, je pense. Et comme je vais le suivre sur la prépa. Pour revenir sur l'entraînement, justement, comment ça se passe quand on est coach indépendant pour la mise en place des programmes d'entraînement pour tes athlètes, pour le suivi, et puis après pour les recommandations d'avant-course? Ou au contraire, le stop? Est-ce que tu as déjà eu des athlètes à qui tu as dit non, écoute, là, pour ton objectif, par rapport à l'avancement de la prépa et aux éventuelles blessures que tu as eues, etc., là, je te déconseille catégoriquement d'y aller? Ça t'est déjà arrivé, ça? Non, mettre un stop, non, jamais. Tirer le frein, souvent. Parce que oui, la vite fait de s'emballer. Ce client-là que j'ai préparé pour Nice l'année dernière, c'est quelqu'un d'assez énergique,
qui préfèrent faire plus que moins. Donc il faut souvent tirer un peu la sonnette d'alarme. Mais après ça se fait avec beaucoup de dialogue, communication. Quand la personne comprend que c'est pour son bien, ça joue beaucoup. Parce qu'il y a ce côté communication, là, il faut vraiment axer dessus. Et, parce qu'en faire toujours plus pour plus, à un moment, on se rend compte que le coach avait raison, c'est trop tard. Mais après, niveau organisation de la prépa, au début, beaucoup de communication sur ce que recherche l'athlète. C'est plutôt le côté perf, plutôt le côté juste, on va dire, finir l'épreuve. Et après, ça oriente vers la programmation. Mais comme je disais quand même toutes les semaines en coaching, on va dire aussi sport santé, ça me permet aussi, toutes les semaines, je les vois. Donc on réadapte aussi en conséquence. Donc ça se fait un peu sur le tas. Et il a quand même la prépa en entière jusqu'au jour J. Mais voilà, ça se module quand même selon la forme et les semaines qui passent. Et casse un mythe avec nous, si tu veux bien. Pour l'encadrement des athlètes, est-ce que c'est juste faire un plan au début et puis après les laisser dérouler et être là pour faire le service après-vente, le suivi par téléphone, WhatsApp ou autre, ou est-ce que tous les jours ou à fréquence définie, tu reviens sur les plans, tu regardes le résultat de ce que tes athlètes ont fait et puis tu réajustes. Est-ce qu'il y a vraiment un suivi au quotidien de tous tes athlètes? Oui, forcément. Bon, je te cache pas que tu donnes ta prépa, elle se passe nickel, ça se passe bien, ça serait le rêve, mais non, malheureusement, je vais casser le mythe. Oui, comme tu dis, c'est quasiment peut-être pas au quotidien, mais oui, des fois, il y a même des semaines où c'est au quotidien parce que selon l'état de fatigue, après il n'y a pas que le triathlon dans la vie, il y a aussi l'aspect familial et tout ça, donc une séance qui saute, faut la redéplacer un autre jour. Les ressentis sont pas terribles. En échange. Donc c'est quasiment du quotidien. Ouais. C'est vrai que du coup c'est vrai que sur une prépa, tu vois, de 6, 7, 8 mois, c'est quand même du boulot en plus. Mais bon, c'est ça aussi, je pense, le métier de coach, c'est il faut aimer se faire un peu des nœuds au cerveau, des fois pas trouver, des fois trouver plus vite. Et c'est comme ça aussi qu'on avance, qu'on progresse. Et ça crée un processus vertueux, on va dire. Et comment tu communiques avec tes clients, notamment pour l'entraînement? Est-ce que tu leur donnes un planning à la semaine, par exemple, ou aux 15 jours, ou plus lointain, et puis tu leur dis, sur la semaine, il faut que tu rentres ce volume-là, je t'ai fait des recommandations sur les jours et les séances à faire, après, tu peux les ajuster comme tu veux, avec les recommandations habituelles, tu vas pas faire 2 séances d'intensité l'une derrière l'autre, tu vas mettre une séance d'endurance entre les deux, trucs comme ça, ou est-ce qu'au contraire, le planning que tu envoies, il est figé, et si le lundi, je te dis d'aller nager, tu dois nager le lundi, et puis courir le mardi, et puis rouler le mercredi? Non, du tout. On sait que sur une prépa de 6 mois, tu vois, c'est quasiment impossible. Il y aura peut-être 1-2 semaines où ça va matcher. Non, c'est vraiment à la semaine. À la semaine. Et après, en début de saison, en début de prépa, il y a la trame, là, comme je te dis, avec un peu le jour la compète, la période un peu spécifique, l'autre plutôt pyramidale et polarisée. C'est comme ça que je fonctionne là, en ce moment. Pour ça, il y a un peu le cadre établi, mais il n'y a aucune séance de marqué. On sait un peu ce qu'on va faire un peu niveau physiologique, mais sans plus. Et après, moi, j'ai un peu mon planning chaque mois. Mais non, c'est à la semaine. Et, certains plutôt 2 semaines parce qu'ils aiment avoir un peu une petite vision sur un peu plus moyen terme. Mais c'est vrai, souvent à la semaine. Et c'est là que ça permet de réajuster le plus facilement. Tu vas faire un petit check le week-end. Par exemple, si le mardi, il y a un petit imprévu, on bascule à un autre jour. Je pense que la semaine, c'est un bon compromis. Du coup, ça demande quand même d'être à l'affût. Ouais, puis ça t'évite à chaque fois de tout recasser, tout reconstruire. Oui, si pendant une semaine, t'as un athlète qui est malade pendant 4 jours, la semaine elle est foutue, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, prévoir chaque séance, chaque jour pendant 6 mois, je sais pas si c'est possible. Ça doit se faire. Mais... Et pourquoi observer cette phase, tu l'as dit tout à l'heure, au début polarisée, après pyramidale, et puis après spécifique, et tu termines par l'affûtage, où là tu baisses considérablement soit le volume, soit l'intensité, mais enfin tu baisses déjà pour pouvoir prédire au mieux le pic de forme. Donc ouais, j'ai 2 questions. La première, c'est pourquoi cette organisation-là? Est-ce que c'est parce que c'est une tendance, parce que c'est ce que toi tu as observé depuis 6 ans que tu coaches? Et puis la deuxième, elle est plus liée justement au pic de forme. Comment est-ce qu'on arrive de mieux en mieux, ou pas, à prédire la survenue du pic de forme? Parce que ce serait con que ton pic de forme il soit le mardi alors que ta course c'est le dimanche, quoi. Oui, ça arrive des fois, ça malheureusement. Oui, pour répondre à ta première question, je vais essayer de pas les oublier. Oui, moi c'est une approche qui me parle un peu là, ce modèle plutôt axé pyramidal en cœur de prépa. Il y a plusieurs courants, mais moi
Moi, je me documente beaucoup sur, voilà, je fais des recherches, je lis des articles, et je vois qu'un peu les études, c'est un peu ce qui ressort sur les sports d'endurance. Là, c'est ce modèle un peu polarisé. Je pense qu'il est bien pour les efforts plutôt. Pourquoi pas pour un triathlon S, sprint. Ça, c'est des efforts quand même plus explosifs. Et je pense que plus tu te rapproches de la 70.3 Ironman, il faut quand même augmenter les durées d'effort, baisser le pourcentage d'intensité. Enfin, voilà, moi, c'est ma vision un peu de l'entraînement sur les longues distances. Après, voilà, si j'entraînerais, je pense que si j'entraîne un triathlète distance olympique ou S, je reverrai ça parce que je pense que la partie plutôt polarisée avec beaucoup d'intensité sera peut-être plus à privilégier. Mais ouais, c'est un peu voilà, ma vision de l'entraînement sur longue distance. De partie voilà, beaucoup axée vitesse critique, puissance critique sur le cœur de la saison. Et après, ouais, le mois et demi avant la compète, rentrer sur du spécifique. Garder ses allures un peu rapide entre guillemets au seuil, mais basculer sur des allures tempo, on appelle ça tempo 70.3, et après voilà justement l'affûtage. Et ouais, en début assez loin de l'objectif, cette phase polarisée, je pense que ça peut être que bénéfique parce qu'on travaille un peu tout ce qui est. Moi je mets beaucoup de travail de côte, en course à pied beaucoup pour être un peu sur les facteurs neuromusculaires, voilà, travail de côte, travail un peu de sprint, que ce soit en natation, en vélo, en course à pied, pour essayer de monter un peu ce plafond là de vitesse, pour après l'avoir un peu plus haut sur cette phase, un peu plus proche du seuil. Et après, deuxième question, c'était sur prévoir le pic de forme. Le pic de forme, comment est-ce que tu arrives, alors, surtout si c'est la première saison que tu travailles avec ton client, mais comment est-ce que tu arrives à essayer de le prévenir au mieux et de faire en sorte qu'il tombe le jour de la compète, quoi, et pas 24 heures avant ou 24 heures après? Oui, c'est toujours un petit travail d'équilibriste. Bon, après, je sais pas s'il y a une personne sur Terre qui sait exactement tomber le jour J sur ce pic de forme, mais je pense que c'est un peu plus global. Faut viser une quinzaine, entre 7 et 15 jours où vraiment le pic, on va dire, sera sur ce plateau haut là. Mais je pense avec une programmation assez bien ciblée, avec ces plusieurs phases. Et c'est pareil, l'affûtage, c'est aussi tout un art, comme on dit. C'est trouver sur les athlètes entre 7 et 15 jours pour s'affûter, ça dépend des gens. Moi, je sais que j'avais essayé 15 jours l'année dernière, c'était trop. J'ai basculé cette année sur 10 jours. Là, j'ai trouvé ça mieux, que ce soit au niveau mental ou physique. Donc, c'est un peu marcher sur des œufs, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment à cibler le jour J, parce que je pense que c'est quasiment impossible, mais essayer de viser ce pic de forme sur une semaine, 2 semaines. Ça, je pense que c'est relativement assez simple. Si tu construis vraiment ton rétro-planning et tout ça, je pense que tu as peu de chance de te louper quand même. Ouais, parce que c'est vrai que ça reste, même si c'est entre guillemets assez simple, ça reste quand même une science très inexacte. Oui. C'est un peu, tu sais, comme les filles quand elles ont leurs règles. Normalement, elles sont pendant leur vie d'adulte, elles sont assez bien réglées. Alors, une fois que l'adolescence est passée et avant que la ménopause commence à pointer son nez, en revanche, il y a des phénomènes, notamment au niveau mental, mais aussi au niveau parfois climatique et autres, qui peuvent déclencher les règles. Je me souviens de copines qui me disaient avoir été en voyage et puis arriver sur un pays où il fait très chaud, descendre de l'avion où tu étais climatisé à mort, tu descends, ça déclenche les règles alors qu'elles les ont eues 3 jours avant, quoi. Ou d'autres, à l'approche de compétition, le stress qui augmente et pareil, ça lance les règles, quoi. Donc déjà, il y a cette incertitude-là, et le pic de forme, on n'en est pas loin non plus. C'est-à-dire que quand on est un mec, on n'a pas forcément ces problèmes hormonaux au niveau des règles. Enfin, en tout cas, s'il y en a qui ont des problèmes de règles en étant des mecs, consultez les gars. Mais non, mais je veux dire, les problèmes hormonaux, par contre, on peut en avoir aussi, et l'impact mental peut jouer aussi dans la survenue ou pas du pic de forme, quoi. Donc c'est un peu un travail d'équilibriste, comme tu l'as dit. D'ailleurs, il y a un gros débat en ce moment là. Enfin, un gros débat. Chacun a un peu sa vision il faut 7 jours, il faut 8 jours, il faut 9 jours, il faut diminuer de 50%, 53%. Je pense que le mieux, c'est de tester déjà sur soi pour comprendre un peu ce que c'est. Et après, d'un individu à un autre, c'est différent, je pense. Certains ont besoin de 2 semaines, je pense, pour baisser cette fatigue physique et nerveuse. D'autres, en 1 semaine, ça suffira. Sinon, après, ils vont se désentraîner. Donc, c'est au cas par cas. Mais c'est ça qui est beau dans le métier, on va dire. Ouais, puis moralité, comme tu l'as dit, il faut tester, il faut connaître tes athlètes, donc signer avec un coach, mais pour plusieurs années, pas juste pour un objectif, quoi. C'est vrai que, tu fais une saison et tu te foires un petit peu, et après tu repars sur quelqu'un d'autre, ou même c'est pareil pour les méthodes d'entraînement, tu vois, là, moi je teste celle-ci, tu la testes sur 1 an, tu vois que ça marche pas, t'arrêtes. Ça veut pas dire forcément que c'est la méthode, mais ou au contraire, toujours rester sur la même, alors que peut-être si tu changeais, tu vas grader un petit peu. Faut tester, c'est un jeu.
Ouais, c'est intéressant aussi cette approche parce que tu as quand même beaucoup de coachs qui te disent moi je fais comme j'ai appris ou je fais ce qui fonctionne très bien depuis 20 ans, donc je suis sûr de t'amener à ton objectif. Ouais, mais ce qui fonctionne très bien depuis 20 ans, peut-être que ça fonctionnait il y a 20 ans, ça fonctionnait encore il y a 15, ça fonctionnait il y a 5 ans, mais avec l'évolution de la société, l'évolution des objectifs, l'évolution des méthodes de travail, etc., ça fonctionnera peut-être plus aussi bien, ou alors ça fonctionnera bien pour obtenir le résultat qu'on avait il y a 20 ans, mais moins pour obtenir le résultat qu'on veut maintenant. Enfin, si on regarde la progression des résultats, que ce soit sur des triathlons, sur du trail et autres, on voit que les performances qu'on fait maintenant sont plus du tout les mêmes que celles qu'on faisait il y a 20 ans, quoi. Oui, je pense que c'est le piège là, de s'enfermer dans une case d'entraînement. Et je pense qu'il faut quand même ouvrir un peu les œillères et voir un peu ailleurs ce qui se passe. Même si ça paraît bizarre ou que ça nous parle pas forcément, je pense qu'il faut aller voir un petit peu à droite à gauche. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu es transparent avec tes athlètes en leur disant voilà, cette année, je mets en place un nouveau test d'une nouvelle méthode d'entraînement, je te propose d'être le cobaye ou pas du tout, tu révèles pas la secret sauce? Un petit mix entre les deux, je pense qu'il faut pas non plus lui dire bon, je fais all-in, on va voir ce qui se passe, je suis pas du tout sûr ce qu'on fait, tu verras bien. Il faut quand même apporter un peu ce côté rassurant, dire quand même que tu maîtrises le truc, mais oui, quand même tu peux l'apporter en disant voilà, peut-être que on va aller voir un peu ce que ça donne sur l'affûtage, on va tester un truc, on va rallonger un peu cette phase spécifique ou la raccourcir, mais oui, pas quand même trop de doutes dans la programmation en général, parce que on peut vite être perdu. Mais après, encore une fois, j'ai envie de te dire, ça dépend du profil de la personne, parce que si la personne est un peu un peu fantaisiste et tout, elle aime un peu ces changements de choses et pas savoir trop où elle va, ça peut, pourquoi pas. Mais de ce que j'ai vu, faut quand même un cadre pour sécuriser quand même le truc. Et après, voilà, dans ce cadre, on peut jouer un petit peu, mais un petit mix des deux, je pense. Ça marche. Dylan, est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés que tu aurais bien voulu aborder aujourd'hui? Peut-être parler un peu du travail un peu au quotidien, parce que tu vois, j'ai une petite anecdote. J'avais déjà fait un petit triathlon quand j'étais jeune. Tu vois, c'était en 2009, donc j'étais en 5e, 5 ou 4e. J'avais noté un peu les stats là, tu vois. J'avais fait un XS, donc il y avait 250 mètres de nage. J'avais une allure de 3,32 au 100 mètres. Tu vois, sur le 70.3, j'avais une allure je nageais 1,38 au 100. Sur les 10 km de vélo, donc je roulais à 19 km/h. C'était que du plat, hein. Et 2 km de course, j'étais à 6,24 du 1000, du kilomètre. Et ça, c'était ma première expérience triathlon. Et je peux pas dire que ça m'a un peu dégoûté, parce que après du coup je n'en ai plus fait. Bon, il y a eu la scolarité, tout ça qui a fait, mais je n'en ai plus fait. Et après, quand j'ai recommencé un peu à avoir cette fibre un peu triathlon, quand je m'y suis remis pendant le Covid, je me suis dit attends là, t'avais un niveau quand même pas terrible. On va essayer de voir un peu ce que tu peux faire en y consacrant du temps, de l'énergie, et voilà, montrer que quand on se met vraiment dans quelque chose à 100%, ça paye toujours, quoi. Même si c'est des phases un peu, des phases hautes, des phases basses, mais le travail paye toujours, c'est un peu ce que j'ai appris là depuis toutes ces années. Ouais, et puis je rajouterais, on en parle souvent, mais le talent, c'est bien, mais le talent sans travail, ça n'apporte rien. On peut être doué, très très doué à la base ou à la naissance. Si on ne s'entraîne pas, voilà. Oui. On prend souvent l'exemple de Michael Jordan ou de Kobe Bryant. Ils étaient très talentueux, mais ils ont aussi énormément travaillé. Oui, c'est... Donc voilà, ce processus de se voir grandir au fil des semaines, des mois, moi c'est un truc qui me parle. Enfin, on est tous différents, mais c'est assez valorisant de se dire je fais quelque chose, ça demande du temps, de l'énergie. Le triathlon, ça coûte aussi un peu financièrement, et que on trouve quand même son compte à l'arrivée. Et par rapport à ça, justement, est-ce que toi, tu célèbres un peu les petites victoires avec tes clients, avec tes athlètes? Est-ce que tu leur dis, tiens, regarde, avant la course, là, si c'est au-delà du fait de rassurer tes clients, mais leur dire, regarde, il y a 6 mois, quand on a commencé la prépa, tu étais à 2,30 au 100 en natation, tu étais à 33 de moyenne sur 100 bornes en vélo, et puis tu étais à 5,30 en course à pied. Aujourd'hui, tu es passé en dessous des 2 minutes en natation, tu es passé à 35 de moyenne, et puis en course à pied, tu es passé en dessous des 5 minutes au kilo. Est-ce que tu leur mets un peu ça en avant, un petit peu ce tableau, pour leur dire regarde la progression, et en plus, au-delà de ça, tu as gagné en endurance, tu as gagné en aisance, on est en train de travailler sur ton pic de forme, etc. Oui, ça je pense que c'est très important. Tu vois, maintenant, avec toutes les datas qu'on a à disposition, ça simplifie le truc. Et de mettre ça sous les yeux, je pense que c'est un facteur motivation énorme. Et tu vois, je préfère ça que
tout à l'heure on parlait de tests, refaire par exemple un test 3 mois après le début de la prépa, je préfère en gros se servir des séances comme test chaque semaine et pour montrer que voilà que il y a tout qui monte, ça peut être tout, l'allure, les watts, la technique en natation. Ça je pense c'est c'est vraiment un point important. Ouais, j'y joue beaucoup dessus parce que c'est là que voilà, tu joues sur la motivation de la personne et Dieu sait que oui, s'il n'y a pas de motivation, après pour tenir 6 mois, 8 mois, c'est compliqué. Donc ouais, ça il faut y jouer. C'est hyper important, je trouve. D'ailleurs, c'est un truc que les applis pourraient nous proposer. Toi, tu utilises quoi comme appli pour entraîner, pour coacher, pour transmettre les plans d'entraînement à tes athlètes? Là, je suis avec Nolio là actuellement. Okay. Et après Strava aussi parce que je suis un peu là-dessus. Mais un petit mixte des deux, Strava et Nolio. Après je travaille aussi un peu avec Excel. Ça c'est un peu plus particulier, mais oui ces trucs un peu, oui c'est plus des réseaux sociaux finalement que. Enfin, non, Nolio c'est un peu plus plateforme, mais Strava un peu plus réseau social, mais c'est une plateforme un peu comme ça. Ouais, c'est clair. Et bon, Strava, je ne sais pas s'ils le font encore. Il me semble qu'à un moment ils le faisaient. En tout cas, tous les ans, ils te font ton petit récap annuel. Mais c'est vrai que je pense que ce serait intéressant. Il faudra souffler l'idée au fondateur de Nolio que, je sais pas, quand tu rentres un objectif à échéance régulière, tous les mois ou tous les trimestres ou tous les 6 mois, il t'envoie un petit message pour te dire tiens, regarde l'évolution de tes stats. Ouais. Alors, soit que ce soit le coach qui le fasse, mais que le message soit déjà pré-travaillé par la plateforme, soit que ce soit directement envoyé à l'athlète et puis qu'il puisse voir sa progression, quoi. Oui, c'est une bonne idée. Oui, Strava le fait un peu en fin d'année. Mais bon, il te met, c'est assez général, mais oui, il te met le nombre de kilomètres par sport. Mais c'est bien fait, parce que tu vois, c'est un petit espèce de tableau avec des badges, des étoiles. Oui, c'est encourageant. Je pense que ce côté un peu fun, ça joue. Parce que quand le coach te le dit, c'est bien, mais quand t'as un truc un peu fun, ça, c'est toujours bien. C'est clair. Dylan, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi, quel est ton meilleur conseil à celles et ceux qui pourraient te contacter et qui te disent « je veux devenir triathlète », qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Ça va être un conseil assez simple, c'est aimer ce que vous faites, que ce soit en compétition ou hors compétition. Si vous nagez, roulez, courez toute l'année, mais même s'il n'y a pas de compétition dans le futur, enfin de prévu, déjà pour moi c'est du triathlon. Et après on peut officialiser ça en faisant une compète et pour dire j'ai fait un triathlon, mais parce que moi aussi j'ai cette casquette un peu sport santé. Donc pour moi là c'est 3 sports vraiment. Il y a toujours des sports, plein d'autres sports à faire, mais nager, faire du vélo, courir, là déjà on a une base énorme en termes de santé. On va rajouter le renfo quand même, on va le dire. Et, le renfo il en faut. C'est ça, ça va être l'IDM. Et après pour devenir triathlète, être passionné par ce qu'on fait, régulier dans sa pratique, pas hésiter à s'encadrer. C'est vrai que moi je connais assez bien le truc, donc c'est assez naturel pour moi, mais c'est vrai que quelqu'un qui débarque sous forme d'un défi dans le triathlon peut vite être perdu, donc c'est bien de se dire je vais faire un triathlon, mais je pense d'être accompagné c'est toujours bien pour vivre l'expérience, on va dire le plus sereinement possible. Et donc voilà un peu vraiment la passion et régularité, je pense que c'est un peu le message clé. Bon écoute, je te remercie pour tous ces messages, bien sûr très encourageants pour celles et ceux qui nous écoutent. Vous l'aurez compris, si vous voulez devenir triathlète, kiffez en fait, et puis contactez un coach. Et justement, si on veut te contacter toi, Dylan, ça se passe où? Ça se passe comment? Sur quel réseau? Comment est-ce qu'on reste en contact avec toi? Là c'est pas mal Instagram, donc Dylan Craspaille. Et après dans l'avenir, je pense que parce que j'essaye de développer un peu cette partie entraînement triathlon là, donc je pense qu'il y aura peut-être un compte spécial ou un site internet, mais là pour l'instant Instagram Dylan Craspaille, et donc voilà c'est le plus simple. Super, écoute, merci beaucoup Dylan, bonne continuation, bonne prépa, bons objectifs avec ton frère, on suivra ça. Yes. Je vais introduire ça d'ailleurs avec les athlètes, je vais leur proposer de faire des petites capsules après l'atteinte de leur objectif. Donc toi on s'est parlé après X, mais tu vois si tu t'engages sur un Ironman avec ton frère, n'hésite pas à nous faire un petit vocal, puis je le rajouterai dans cet épisode là, donc ceux qui l'écouteront après pourront avoir le compte rendu dans un an, et puis ceux qui, si ton épisode est déjà sorti au moment où vous faites l'Ironman, on fera un petit épisode bonus comme ça. Okay. On pourra faire un suivi justement de comment ça s'est passé pour toi et ton frère, tant qu'à faire. Oui, les deux. Oui, bien, j'espère. Ah oui, avec plaisir. Super. Écoute, merci beaucoup Dylan, à bientôt. À bientôt. Salut. C'était Devenir triathlète,
merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!